quand on voit et qu'on connaît Nicéphore Soglo, homme de culture, qui opine régulièrement sur le massacre des Indiens, qui opine régulièrement sur la Shoah, c'est-à-dire l'Holocauste des Juifs, qui opine régulièrement sur l'esclavage et la colonisation, pensez-vous un seul instant, après le livre témoignage qu'il nous a livré il y a quelques mois, qu'il puisse faire un revirement à plus de 360 degrés et venir opiner sur les réalisations et être le chantre de ce que, aujourd'hui, nous constatons dans notre pays. Une fille aimante, un garçon aimant, je répète ma question. Pensez-vous qu'ils accepteraient de voir leur père, à bientôt 94 ans, être trimballé en fauteuil roulant devant Ça peut se comprendre sous le les poids de l'âge. Ah, donc vous me rejoignez dans ce que je vais continuer à dire. Après 94 ans, Oui. nous ne souhaitons pas voir l'image de Nicéphore Dieudonné Soglo en chaise roulante devant les images du monde entier. Je ne crois pas que Rosine Vieira Soglo aurait accepté que son époux, son prince de Huawei, soit trimballé en fauteuil roulant devant les images du monde entier. Ça vous gêne. Quoi d'autre? D'autant plus que c'est sur elle qu'on a tiré à Dantokpa. C'est sur son époux qu'on a tiré à Dantokpa. Son fils aîné est aujourd'hui en exil. C'est sur son fils cadet qu'on a tiré. Pensez-vous réellement que Rosine Soglo serait aujourd'hui heureuse de voir son époux trimballé, je le dis bien, trimballé? Comme nous savons, nous sommes un pays de coutumes et de traditions. Il est difficile de pouvoir exiger de la part de nos géniteurs de faire attention. D'autant plus que ce géniteur a le parcours qu'il a, ancien président de la République. Vous savez, quand il y a quelques années, je regardais la fille de Madame Bettencourt à la télévision, dans sa douleur, exprimer le souhait qu'on puisse ménager sa mère. Il s'était passé plusieurs mois. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'elle a vécu ce que je vis, ce que sans doute d'autres personnes vivent. Il n'est pas facile, quand vous accompagnez vos parents âgés, de changer ce qu'ils désirent faire. Et donc, on les ménage, on les accompagne, mais à un moment donné, pour les protéger, on dit stop. C'est ce que je suis venu dire ce matin. Vous avez certainement vu passer un certain nombre de messages sur les réseaux sociaux faisant cas du phénomène de l'alphélie et qui serait responsable de la vague de froid qu'on peut constater en juillet ou bien en août. Et je voudrais d'abord dire que l'alphélie, bien que le phénomène soit réel, il ne peut vraiment pas expliquer une vague de froid. Concrètement, on va dire que l'alphélie, c'est juste une période où la Terre, dans sa course autour du Soleil, se retrouve à un point le plus éloigné possible. Et ça se produit généralement en début juillet. Et du fait de cet éloignement-là, nous avons peut-être le réchauffement solaire qui va diminuer de peut-être 5 à 7%.
Et cela ne peut pas vraiment expliquer une vague de froid. C'est vrai que depuis la première décade du mois de juillet, quelques localités au sud du Bénin enregistrent des températures maximales basses en journée. Et on va dire particulièrement dans la bande côtière, nous avons enregistré, et cela sur plusieurs jours consécutifs, des températures allant de 26 à 28 degrés Celsius pour le mois de juillet. Et c'est des valeurs, on va dire, qui sont anormales pour le mois de juillet, parce que historiquement, ce que nous avons l'habitude de constater, c'est que la température maximale se situe autour de 29 degrés. Donc là, nous nous situons à des jours, parfois même à 2 degrés en dessous de la valeur qu'on aurait dû observer en juin. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que ce que nous expérimentons, c'est une vague de fraîcheur qui est saisonnière. Mais ce n'est pas un phénomène qui est vraiment exceptionnel ou bien anormal. Mais ce qui est anormal, c'est sa précocité. C'est-à-dire, habituellement, nous nous attendons à avoir cette fraîcheur-là pendant la petite saison sèche au sud du Bénin. C'est-à-dire, entre la fin de la deuxième décade du mois de juillet et le mois d'août. Donc, la fraîcheur-là commençait pendant cette deuxième décade du mois de juillet et atteint son pic en intensité pendant le mois d'août, au cours du mois d'août. Mais cette année 2025, elle a été précoce. Et si vous vous souvenez, les prévisions saisonnières de 2025 que nous avons publiées il y a quelques mois de cela avaient déjà annoncé une tendance à la précocité de la fin de la grande saison des pluies au sud du Bénin. Donc ce que nous observons vient en fait confirmer ces prévisions-là qui avaient été annoncées quelques mois plus tôt. Ce qui fait que le ressenti est plus fort, c'est aussi le vent qui s'ajoute. Parce que, en fait, ce qui module notre saison, c'est la mousson ouest africaine. On va dire, c'est juste de l'air humide qui va quitter l'océan et qui va transporter de l'air frais au niveau du continent, vers le continent. Et donc, en plus de ce vent-là, nous avons aussi la présence quasi permanente des nuages. Et ces nuages-là, surtout en journée, vont limiter le réchauffement solaire. Ils vont faire en sorte que le rayonnement solaire ne va pas taper fortement la surface du sol. Une quantité de pluie qui devait être répartie à l'échelle d'une saison, il arrive des années où vous avez la quantité maximale de pluie qui tombe sur une semaine et le reste de la saison, vous n'avez plus rien. Donc concrètement, nous avons aujourd'hui l'obligation, avec ce changement climatique-là, d'améliorer nos prévisions, d'améliorer nos méthodes de travail, de renforcer notre système d'alerte précoce avec des stations météorologiques plus performantes, mais aussi de développer des modèles qui vont mieux capturer ces changements-là pour pouvoir informer et prendre des précautions idoines avant que l'impact n'arrive. Cette année, nous avons constaté que le bac a donné un pourcentage record que nous n'avons jamais atteint. Nous n'avons jamais atteint 70%. Donc, je pense que il faut féliciter tous les acteurs, les candidats qui ont réussi en premier pour avoir su donner le meilleur d'eux-mêmes pour sortir et, bon, si je peux le dire, gagnant de ce challenge. Ce taux, bon, nous pouvons dire que c'est le fruit du travail des enfants, encadré bien sûr par les enseignants, accompagné par les parents et l'État. Je le dis ici parce que tel que je connais le processus d'organisation du baccalauréat dans notre pays, il n'est pas possible que ce soit des chiffres manipulés. Ce n'est pas possible. La façon dont le bac se déroule, où la délibération se fait sur la base des copies, tout ça, il n'est pas possible qu'on puisse dire, bon, le taux est trop faible, il faut faire du rachat, il faut revoir. Ce n'est pas possible au baccalauréat béninois. Ce n'est pas possible. Parce que nous délibérons sur la base des copies, hein, on ne délibère pas sur machine seulement. C'est sur la base des copies, on reprend le contrôle des copies, est-ce qu'elles sont bien corrigées, tout ça. Et on refait les totaux pour s'assurer que les moyennes ont été bien calculés, tout ça, avant de
de sortir la liste des admissibles. Sous anonymat d'abord, prendre les en-têtes pour relever les noms de ceux-là qui sont vraiment admissibles. Et chaque membre de jury, et on en a une centaine, je crois, et chaque jury est constitué de près d'une dizaine de personnes, a la possibilité de garder en même temps sur lui la liste des admissibles. Donc, c'est qu'il n'y a pas de place pour qu'il y ait d'intervention politique, d'un homme politique pour dire attention, dans ma région, le taux est trop bas, il faut revoir un peu, ou même le gouvernement pour dire bon, le taux est bas, il faut revoir. Ce n'est pas possible. Donc, je me dis, les résultats du baccalauréat reflètent d'une certaine manière la réalité du système. Et si on me dit peut-être que les niveaux ne sont pas ceux escomptés, bon, on peut en discuter. Mais ce qui est très sûr, ce taux, le bac ne peut pas être un pourcentage tronqué. C'est ce que il y a sur les copies des candidats, et ça que les résultats révèlent. Donc, nous félicitons une fois encore tous les acteurs qui ont contribué à ce taux record obtenu au baccalauréat 2025 dans notre pays. Jour de vote au Togo, mais sans grande affluence dans les bureaux. Ce jeudi 17 juillet 2025, à l'occasion des élections municipales, la mobilisation peine à décoller. En milieu de matinée, plusieurs centres de vote de la capitale, Lomé, restent peu fréquentés. Pour le moment, le centre est un peu calme. Les gens viennent un peu, mais ce n'est pas comme ça pour le moment. Mais on espère qu'ils viendront voter quand même. Malgré ce climat d'attentisme, ceux qui se sont rendus aux urnes ont accompli leur devoir dans le calme dès les premières heures du jour. Je viens d'accomplir mon devoir civique ce matin et j'ai été très fier de le faire parce que c'est un devoir civique que chaque citoyen doit faire. Le scrutin se déroule dans un climat politique marqué par des tensions. Le mouvement M66, composé d'activistes de la diaspora, avait appelé à manifester, mais aucun incident n'a été signalé dans les centres de vote. Mes attentes par rapport à ces élections, c'est que la population puisse se réveiller et prendre en main la gestion des communes. Qu'il essaie de voir les choses et de changer les choses, parce que tout ce qui ne marche pas, il faut que ça soit marché. Forte démobilisation ou retard à l'allumage, reste à voir si cette faible affluence, qui ressemble à un boycott silencieux, se confirmera tout au long de la journée. Noël Tadegnon à Lomé pour Africa News. Au Nigeria, Atiku Abubakar claque la porte. Le septuagénaire a officiellement quitté le Parti démocratique populaire, dont il était le porte-étendard lors de la présidentielle de 2023. C'est par une lettre adressée lundi à la direction de la formation politique qu'Atiku a officialisé son départ, justifiant sa démarche par des orientations contraires à la mission du parti. L'ancien vice-président du Nigeria a dit quitter le PDP, le cœur brisé. Sa démission intervient à l'approche des élections de 2027. Une tactique électorale peut-être, alors qu'il venait de rejoindre le Congrès démocratique africain, entité politique qui a enregistré aussi l'adhésion de Peter Obi, ancien cadre du Parti travailliste au Nigeria. Lors de la présidentielle de 2023 remportée par Bola Tinubu avec 37% des voix, Abubakar Atiku avait obtenu 29% des voix, alors que Peter Obi arrivait en troisième position avec 25% des suffrages. Les derniers soldats français ont quitté le Sénégal jeudi. C'est une cérémonie solennelle qui a mis fin à ce processus de départ amorcé en mars dernier. Quelques 350 hommes étaient encore en faction au camp Jeille de Dakar, qui a été officiellement cédé au gouvernement sénégalais.
Ces soldats constituaient les dernières troupes marquant la présence française de manière permanente en Afrique de l'Ouest. Ces dernières années, la France s'est heurtée à l'opposition des dirigeants de certaines de ses anciennes colonies en Afrique pour ce qu'ils décrivent comme une approche humiliante et autoritaire du continent. Budgétivore et sujette aux influences étrangères, c'est ainsi que les autorités de la transition au Burkina Faso qualifient la Commission électorale nationale indépendante. Après des décennies d'existence, l'organe en charge des élections au pays des hommes intègres va disparaître. Un projet de loi adopté mercredi annonce sa dissolution. La CENI était financée à hauteur de 760 000 € chaque année, inacceptable pour les autorités militaires du Faso. L'organisation des élections dans le pays sera désormais assurée par le ministère de l'administration du territoire. Mais le Burkina attend toujours la date des scrutins, appelés à favoriser le retour au pouvoir des civils. Alors que les Burkinabés étaient attendus aux urnes en juillet 2024, la transition a été prolongée de 5 ans. Les militaires à la tête du pays depuis le coup d'État de septembre 2022 jouent les prolongations au nom de la lutte supposée contre les terroristes. Au Cameroun, Maurice Kamto s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. L'homme de 71 ans a annoncé dans un communiqué le dépôt de son dossier de candidature pour ce vendredi. La nouvelle est tombée au moment même où le ministre de l'administration territoriale rappelait les interdictions faites par la loi au mouvement pour la renaissance du Cameroun d'investir un candidat. Paul Atangandji a mis en garde contre la promotion du tribalisme et de l'apologie du terrorisme. L'interdiction visant le MRC fait suite au boycott en 2020 des élections législatives et municipales par ce parti. Maurice Kamto contourne ainsi la décision de justice en se représentant sous la bannière du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem au sein de l'Alliance politique pour le changement APC au prochain scrutin. À Yaoundé, la presse révèle que le rapprochement intervient après des mois de négociations dans le cadre du groupe de Douala et l'APC coordonné par le député du littoral, Jean-Michel Nenche. Maurice Kamto est le principal opposant au président sortant Paul Biya, 92 ans, et candidat à sa propre succession. Le commandant de bord d'Air India a coupé volontairement les interrupteurs qui alimentent les moteurs en carburant, provoquant la chute du vol 171 de la compagnie aérienne le 12 juin. C'est ce que des médias ont révélé mercredi, citant une évaluation préliminaire de preuves par les États-Unis. Le commandant de bord, vers qui se resserrent les soupçons américains, c'est Sumwit Chabarwal. Il avait 56 ans. L'enregistrement du dialogue entre le pilote et son copilote est mentionné dans ce nouveau développement. L'un demandant à l'autre pourquoi il a coupé l'alimentation en carburant. Ce dernier a déclaré ne l'avoir pas fait. Les deux moteurs du Boeing d'Air India s'étaient arrêtés en plein vol quelques secondes après le décollage, selon un rapport d'enquête préliminaire publié le 12 juillet par le Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens. Mais les autorités indiennes appellent à ne pas prendre des conclusions précipitées. Le crash d'Air India a coûté la vie à 260 personnes. Un champ pétrolier de la province irakienne de Dohuk a été frappé par un drone mardi. Depuis, de la fumée continue de s'élever. Cet événement fait suite aux nombreuses attaques lancées récemment contre des installations pétrolières dans la région semi-autonome kurde du nord de l'Irak. Elle s'est produite le jour même où le gouvernement irakien a signé un accord avec l'exploitant du gisement, la société américaine HKN Energy, en vue d'investir dans un gisement situé à un autre endroit. Mercredi, des responsables ont déclaré que 2 drones avaient attaqué un champ pétrolifère dans le district de Zako, causant des dommages mais sans faire de blessés. Quelques heures plus tard, le département antiterroriste a déclaré que le champ pétrolier de Bahadr, situé dans le district de Shekan, dans la province de Dohuk, avait également été la cible d'une attaque de drones.
Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de ces attaques qui ont exacerbé les tensions entre le gouvernement central de Bagdad et les autorités kurdes. Les États-Unis et leurs alliés européens ont fixé une date butoir afin de relancer l'accord sur le nucléaire iranien. Selon plusieurs médias américains, Washington, Paris, Londres et Berlin donnent jusqu'à la fin août à l'Iran pour parvenir à un nouvel accord. Les chefs de la diplomatie de ces 4 pays auraient validé cette décision lors d'un appel téléphonique tenu en début de semaine. Passé ce délai, les Européens menacent de déclencher le mécanisme de snapback qui rétablirait automatiquement les sanctions de l'ONU. Un levier diplomatique que les Occidentaux comptent activer avant octobre, date à laquelle la Fédération de Russie doit présider le Conseil de sécurité. Téhéran dénonce une menace infondée et prévient: en cas de réactivation des sanctions, l'Iran pourrait quitter le traité de non-prolifération. Alors que les tensions restent vives entre les parties, le mécanisme de snapback issu de l'accord de 2015 serait ainsi utilisé pour la première fois.